Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Je suis Cindy Honnet et aujourd'hui je vous fais voyager en Afrique du Sud grâce à Anne-Sophie qui a créé la marque AS by AS, Authentic Scent by Anne-Sophie. Alors qu'elle mène une carrière dans le domaine pharmacologique, Anne-Sophie a un véritable coup de cœur pour l'Afrique du Sud lors d'un séjour et décide de promouvoir en France les senteurs, le savoir-faire et l'artisanat du pays. Elle nous raconte comment de cette envie, elle a créé sa boutique parisienne Château d'Eau et renforcé ses liens avec la culture sud-africaine. AS by AS, c'est à la fois découverte de produits cosmétiques naturels, de parfums artisanaux et un peu de design et d'artisanat tout droit venu d'Afrique du Sud que je commercialise dans une boutique et puis également sur mon e-shop. D'accord. Et ta boutique est à Paris, c'est ça? Ouais, j'ai trouvé un endroit qui me faisait penser à côté mosaïque aussi des peuples de l'Afrique du Sud, donc un endroit bigarré, coloré, et c'est dans la rue du Château d'Eau à République, dans le 10e arrondissement à Paris. Et alors, comment t'en es venue à créer ta marque, puisqu'à la base, tu as un doctorat en pharmacie. Comment tu en es venue à découvrir l'Afrique du Sud et finalement à créer une marque? C'est vrai que je suis plutôt scientifique, j'ai travaillé 22 ans dans l'industrie pharma, mais quand même dans le domaine des plantes. J'ai eu envie en juin 2016 de prendre une autre direction et sans savoir du tout ce qui allait se passer derrière, j'ai fait un break chez mon ami d'enfance. Je suis retournée donc en Afrique du Sud et là j'ai eu quand même une révélation. J'ai vu dans ce pays vraiment la diversité de la faune et de la flore, parce que je découvre les pays souvent par les jardins botaniques. Donc, par exemple, à Cape Town, il y a un jardin absolument fabuleux avec ce que j'appelle les roses d'Afrique du Sud, les protéas. Et il y a 22 000 espèces dans l'écosystème en Afrique du Sud. Et c'est un endroit très, très pur, un endroit où il n'y a pas de pollution. Et donc, je me suis laissée bercer vraiment par ça, par les paysages, puis j'ai exploré aussi leur design, parce que juste après l'apartheid, en l'espace de 10-15 ans, les tribus avaient gardé leurs coutumes, leur héritage, puisqu'ils étaient restés ensemble. Et en fait, petit à petit, les designers de tous bords ont repris des codes justement de ces différentes tribus pour les intégrer dans le design moderne. Et ça donne des pièces absolument fabuleuses et très épurées aussi, qui peuvent s'intégrer dans un design nordique. Et ça, j'ai trouvé que c'était un aspect très intéressant. Mais à l'époque, lorsque j'ai fait ce voyage, ma fille aînée d'ailleurs m'a accompagnée, c'était plus pour me ressourcer. Et là, c'est vrai qu'en rentrant petit à petit, des idées sont venues. J'ai eu un afflux d'un seul coup d'idées, et puis je me suis dit il faut les montrer ces gens-là. Et puis quand je regardais ce qui se faisait sur Paris, il y avait peu d'acteurs par rapport à l'Afrique du Sud. Et puis je cherchais quand même un peu un lien par rapport à ce que je faisais avant. Et c'est quand je suis revenue d'ailleurs à Paris, je me suis rappelée de cette marque de cosmétiques naturels, justement, Africologie. Et là, je me suis dit, on n'a qu'à faire un mixte entre la cosmétique naturelle et un peu de design et d'artisanat d'Afrique du Sud. Très différent de ce qu'on voit parfois à Paris, qui sont des articles qu'on ramènerait de voyage, des articles perlés, des animaux, etc. Je m'engageais dans un domaine complètement différent, où il y aurait de la création, un peu plus de design, et pouvoir fusionner ça avec la culture française, la culture parisienne. Et donc ça, c'était au mois de juin. En septembre, je commençais un peu à penser à tout ça, durant l'été aussi, parce que j'ai regardé l'artisanat aussi d'autres pays. Ouais. Et puis à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que je réfléchisse là-dessus. Et là, j'ai été voir plutôt des connaissances, des amis, notamment une personne dans le design, ou des gens qui avaient déjà des boutiques. Et après, je me suis dit, on va travailler sur la marque, parce que j'ai l'idée, mais on va travailler sur la marque. Et là, j'ai une maman qui travaillait à l'école, mais qui a aussi fait du contenu web. On a commencé à discuter de manière informelle, puis après, on a travaillé ensemble. Une jeune fille aussi qui est à la fois artiste, créative, on va dire, et geek aussi, qui est la fille d'une ex-collègue. On a fait un groupe de travail comme ça à 3, et puis on a fini par trouver le nom de la marque. Vous êtes toujours à 3 sur le projet, ou là vraiment maintenant c'est toi qui t'occupes de cette marque? Ces autres personnes étaient des prestataires qui t'ont aidé en fait à construire ta marque. Voilà, mais c'est vrai que
c'est important le niveau de dépense quand tu commences à être entrepreneur, et on a tendance à faire des choses système D, et je dirais qu'avec ça, j'ai pu à la fois il y avait un échange aussi un peu de compétences. Ça a permis aussi à ces personnes d'avoir du contenu, à se faire connaître et d'avoir une référence aussi. J'ai aussi rémunéré en partie les choses, mais ça a été vraiment très raisonnable. C'est ça, je pense que l'entrepreneuriat, il faut vraiment réfléchir aussi à ça pour limiter les dépenses et quand même pouvoir faire appel, rencontrer des personnes qui puissent effectivement vous aider. Et par exemple, dans la méthodologie, on a regardé les valeurs. La valeur de l'authenticité était une valeur qui m'était chère. Déjà, durant toute ma carrière, l'authenticité, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, et d'être congruent, fait des compromis, mais pas de compromission. Puis moi, dans mon métier, c'est sûr que la fabrication des médicaments, il y a la rigueur, il y a la qualité, et il faut que le médicament soit le plus pur possible pour qu'il aille ensuite chez le patient. Donc, l'authenticité est une valeur qui me plaisait. Et puis après, on l'a raccroché avec le projet, le voyage. Il y avait des senteurs, des saveurs, donc ça, du coup, authentique scent. On avait le A et le S. Puis après, en regardant quand même les marques, souvent les noms, les prénoms reviennent. C'est-à-dire que même parfois les gens ont modifié leur marque pour remettre un bout de leur histoire dans la marque. Ouais. Et là, on m'appelle Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, c'est aussi les initiales de l'Afrique du Sud, sont mes initiales. Donc on a fait quelque chose de symétrique, AS by AS. Là, j'ai eu cette idée-là. Et puis en mettant quand même Paris, parce que Paris, c'est vraiment pour moi ma ville, la capitale de la mode et du luxe, un savoir-faire, et ça a donné AS by AS Paris. Alors les gens peuvent dire Afrique du Sud par Anne-Sophie, d'autres l'Afrique par Anne-Sophie, et puis mais c'est vrai qu'il y a un titre en anglais, Authentic Scent by Anne-Sophie. Donc je vous propose ce voyage-là bigarré avec des saveurs, des odeurs, et puis des matières à découvrir à Paris et sur mon site. Et l'Afrique du Sud, tu as l'occasion d'y aller assez souvent ? Oui, parce que je fais le sourcing moi-même, donc j'y vais 2 fois par an. Et au quotidien, quand j'ai besoin aussi de motivation et d'enthousiasme, je me rappelle mes anciens voyages, et puis aussi le prochain que je ferai, et ça me porte aussi. Donc en effet, ça fait aussi partie du projet, c'est-à-dire que pour moi, c'est important d'aller au plus près des gens, de voir comment ils travaillent, de valider les filières aussi. Et puis, c'est un tel dépaysement à chaque fois que j'aurais du mal à confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, je voyage régulièrement, j'y retourne régulièrement pour le sourcing, oui. Et alors, comment ça se fait, le co-sourcing ? Comment tu rencontres les gens là-bas, les marques, les produits, les artisans, j'imagine aussi. Enfin, c'est le bouche à oreille, ou comment ça se fait ? Oui, en fait, c'est beaucoup le bouche à oreille. À Cape Town, il y a quand même des endroits, des rues qui regroupent des designers. Lors de mon premier voyage, alors que je savais pas du tout que j'allais faire ça, j'avais ramené des petites choses de ces designers, donc aussi des adresses, un carnet d'adresses. Puis après, j'ai regardé des gens aussi qui exportaient en Europe. Puis j'ai regardé aussi ceux qui venaient à Paris avec Maison et Objets. Il y a, tu sais, parfois des pays qui sont invités. Il y a eu une action spéciale par rapport à l'Afrique du Sud. Des designers sont venus. Et à partir de là, j'ai dû faire un choix, parce que par exemple, Africologie, ils sont pas du tout, ils sont pas venus à Paris ni rien. Mais les parfums non plus. Mais il y a quand même des designers qui essaient d'avoir un rayonnement, en tout cas, oui, mondial. Ils sont pas forcément fortement commercialisés, même parfois pas du tout, mais ils font quand même de la publicité autour de ça par les réseaux. Je dirais que le développement d'Instagram aussi, ça a facilité énormément les choses pour le sourcing, parce que c'est comme un maillage, c'est une toile, c'est-à-dire d'un seul coup on voit ce designer, mais après il fait référence à d'autres artisans, alors et ainsi de suite, ce qui fait qu'après, même parfois depuis Paris, récemment par exemple, il y a une histoire un peu assez drôle. Je vois quelqu'un qui a une marque qui s'appelle Anso, et qui est à Cape Town, et on commence à parler en anglais sur Instagram. Ah bah oui, tu t'appelles Anso, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je m'appelle Anne-Sophie. Je ne savais pas qu'Anne-Sophie c'était aussi un prénom sud-africain. Puis finalement, ça se termine en français. La personne, elle est effectivement capetownienne, mais elle a des origines françaises et de Madagascar. Et elle s'appelle Anne-Sophie.
Et vraiment, on était dans le sujet. C'était une super belle rencontre. Je l'ai pas encore vue physiquement. Elle fait un mix avec des pierres semi-précieuses, venant d'ailleurs de l'île d'en face, donc Madagascar. Après, elle prend des matériaux de récupération, cuivre, argent, et elle monte les bagues. Les bagues, et puis il y a aussi des boucles d'oreilles. Il y a 8 sortes de pierres semi-précieuses. C'est vraiment une belle réalisation. Dans la boutique, là maintenant, commercialise sa marque. C'est le The Amazing Adventure by Anne-Sophie, by Anso. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment génial. Et en fait, des rencontres comme ça, j'en fais. Honnêtement, j'en fais parce que effectivement, comme je suis sur une niche, je dis souvent que je développe, des marques sud-africaines depuis 3 ans et que pour le coup, j'aimerais rencontrer les gens. Et vraiment, les réseaux, notamment Instagram, me sert beaucoup pour faire à nouveau du sourcing avant d'aller en Afrique du Sud maintenant. Alors qu'au début, c'était en allant là-bas, tout partait de là. Alors c'est vrai qu'il y a des marques qui sont exclusives là-bas, mais il faut avoir les autorisations de commercialisation en France, notamment pour les parfums et notamment pour les cosmétiques. C'est très réglementé. Donc il y a beaucoup de cosmétiques naturels, des rituels véganes, des choses comme ça qui existent là-bas, mais je peux pas commercialiser ça dans ma boutique. Il faut les autorisations européennes, ce qui est le cas d'Africologie. Et oui, d'accord. Et même pour importer les produits, etc., il doit y avoir une réglementation assez stricte, non ? Après, tu sais, il y a tellement d'artisanats qui viennent de tous les pays du monde. Quand tu vas à Roissy, tu as des sociétés de dédouanement qui s'occupent de ça très bien. Pour Africologie, c'est chouette parce que j'ai un intermédiaire en Belgique. Ça résout bien tous ces problèmes-là parce que je pense que c'est vraiment sur les gammes de cosmétiques et que là, le problème pourrait se poser. Après, par exemple, sur les meubles, le bois, ils sont susceptibles de demander l'essence de bois, etc. Mais il y a un très, très bon contrôle qualité, une bonne assurance qualité en Afrique du Sud. Il faut le coup, on peut importer très facilement, mais il faut qu'ils aient l'autorisation et ils l'ont pour beaucoup, l'autorisation de l'export en zone Europe. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on n'a pas de lien particulier historique avec l'Afrique du Sud, contrairement à l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique noire. Donc, on n'a pas des tarifs de transport très très intéressants. Et ça aussi, ça rajoute du coup au coût, parce que parfois les gens disent il y a le coût du voyage. Oui, c'est peu de le dire. Il y a les taxes, il y a effectivement tout le trajet à faire. Alors après, tout au début d'ailleurs, j'ai eu envie de rencontrer mes concurrents directs pour montrer que le projet que je faisais finalement n'était pas en concurrence directe, mais c'était une autre partie aussi de l'Afrique du Sud avec les cosmétiques et les parfums, et on a pu mutualiser des choses. Et ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Il faut pas du tout voir les gens comme des concurrents. On a à apprendre d'eux, eux aussi. J'ai vu tout de suite, de toute façon, que ça les intéressait de connaître évidemment le projet. Et d'ailleurs, eux, ils sont aussi créateurs. J'ai certaines de leurs créations aussi au sein de la boutique, puisqu'ils travaillent avec l'Afrique du Sud. Donc c'est un petit monde et il faut compter sur tout le monde. Et peut-être que demain, effectivement, ça sera le schéma type. Il faudra mutualiser les ressources. Donc effectivement, le transport, ça reste encore un point un peu noir. Tout ce qui peut se faire éventuellement par la poste, par voie postale courte, c'est bien pour les choses, des objets plus lourds, comme les meubles. Par exemple, que je développe toute une gamme de mobilier avec justement des références avec dessus des motifs géométriques, tribaux, etc. Bon, ça, effectivement, faut le faire venir. Ça s'improvise pas. Le côté entrepreneurial, tu l'as appris pareil sur le terrain. Dans la pharmacie, t'as pas à développer un site, à communiquer, à rencontrer des partenaires. Donc, comment t'as appris tout ça ? Je pense quand même un peu par la pharmacie. Parce que de par mon métier, j'ai été conseiller en développement pendant 5 ans, donc j'ai eu pas mal de formations sur la prospection, parce que je cherchais des prospects, l'empathie, etc. Donc j'ai eu cette formation-là. Et puis après, quand même, j'étais à la tête d'un centre de fabrication de médicaments, mais aussi avec un portefeuille client. Donc quelque part, j'ai quand même appris là. Il y a vraiment de réelles similitudes avec un chef d'entreprise, sauf qu'effectivement, j'étais adossée à un grand groupe. Donc je pense que j'ai beaucoup appris là, avec quand même l'envie, avec l'état d'esprit, je pense, entrepreneurial, même si je n'ai jamais eu l'occasion de créer ou de reprendre une officine. Et puis, au bout de 22 ans, non, l'idée de travailler de manière indépendante, c'était pas si évident que ça dans mon esprit. Mais j'ai toujours bien aimé avoir une certaine latitude et une marge de manœuvre dans mes missions. Donc, il y a quand même des similitudes. Donc, au bout d'un moment, je pense que avec la réorganisation qu'il y a eu au sein de mon entreprise, mon ancienne entreprise, ça s'est un peu imposé à moi. Si je faisais autre chose, je changeais de domaine, mais je ne savais pas quoi. Et c'est ce voyage qui a révélé ça. Et aussi, je me suis rendu compte, j'avais
un côté plus créatif que je ne le pensais. Pendant toutes ces années, je me suis mis un peu dans un costume quelque part dans mon entreprise et j'ai trouvé que même sur les dernières années, comme tout était très réglementé, on avait beaucoup moins la possibilité d'être créatif. Alors qu'au début, quand j'étais en conseiller en développement pharmaceutique, on pouvait décider de faire une formation, les slides sur le champ. Ça faisait beaucoup plus appel effectivement à la créativité. Après, quand on gère des gens, on est très créatif, mais c'est pas de la création d'objets, c'est pas de la création d'outils. Je crois que ce côté qui est quand même bridé, c'est révélé là. Inconsciemment, ça devait être quelque chose qui me manquait durant ces années-là. Et puis surtout, quand on est entrepreneur, il faut être créatif, quoi. Il faut innover tout le temps. Alors même, c'est pas forcément dans tes produits, c'est aussi dans tes stratégies, toujours trouver des nouvelles idées pour avancer. Donc c'est sûr que là, tu dois pas être en manque de créativité. Oui, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je pense que j'ai utilisé, je suis organisée, je suis rigoureuse. Voilà, c'est des qualités que j'avais. Mais après, avec ce côté créatif, il y a plein d'idées. Alors je les note, je les note, et puis après on voit ce que ça peut donner. Et puis j'ai pas peur non plus du risque. J'ai une aventure, moi, c'est un terrain de jeu et c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que quand je vois la beauté des choses en Afrique du Sud, la création, des choses aussi en France, il y a beaucoup d'artisans en France, ça me plaît énormément. J'ai cette sensibilité, cette réceptivité, et donc ça, je pense que ça vient faire équilibre avec la peur. La peur, de toute façon, n'évite pas le danger, hein, mais et la peur, ça se surmonte. Mais oui, on a toujours de la peur et des doutes, mais il y a beaucoup d'enthousiasme majoritaire. Voilà. Quels ont été les plus grands risques que tu as pris en créant ta marque ? Eh bien, j'ai eu des indemnités de départ de mon ancienne société et il fallait quand même que j'investisse dans cette boutique physique et lui donner un cachet que quand les gens viennent là-bas, ça soit un prolongement du voyage en Afrique du Sud s'ils sont déjà allés, ou les amener. La boutique, elle est assez petite, mais il y a une partie tout au fond aménagée avec les produits cosmétiques, un peu comme un spa, où j'ai mis des matières en rapport naturel, le bois, un carrelage céramiqué, enfin voilà, quelque chose des éliges, etc. Donc donner du cachet à ce niveau-là. Et puis quand on rentre au démarrage de la boutique, c'est plus l'artisanat, les bijoux, etc. Et au plafond, il y a une touche de bleu, sur le côté une touche représentant le soleil, donc le jaune, et puis l'ocre, la terre, ça. Tout ça, ça demandait quand même un peu d'investissement. Et j'ai fait appel à une amie qui est décoratrice d'intérieur, qui m'a aidée là, et aussi, elle m'a aidée. Ça m'a pas coûté grand-chose en termes d'aide, mais après, l'investissement des matériaux, prendre une société, tout ça, c'est un investissement incontournable. Et là, on se dit, est-ce que vraiment il faut dépenser tout ça pour arriver à ce résultat ? Mais je pense que oui, il fallait pour cette vitrine-là. Alors là, on se pose des questions. Après, bien sûr, on vous demande, quand vous repartez à zéro comme ça, on vous demande des cautions. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas solvable. Ça fait drôle d'aller effectivement à la banque, etc. Donc là, j'ai été entourée. C'est mon mari en fait qui s'est porté caution. Mais effectivement, quand on part de rien, il faut être super convaincant. Et même si la banque vous connaissez depuis 20 ans dans un autre domaine, là, c'est comme si vous repartiez à zéro. Ça peut être assez dur. Mais il faut convaincre. Il faut poser son business plan. Il faut montrer que les risques sont quand même relativement limités. Et puis après, l'investissement dans le stock, ça c'est incontournable. Et donc c'est un stock dormant, et ça c'est toujours un risque. Alors est-ce qu'on investit beaucoup ? Est-ce qu'on renouvelle ? Comment ça va se passer la deuxième année, etc., etc. Donc voilà, donc on marche un peu sur des œufs, mais c'est des passages obligés. Il faut au moins 3 ans, et je suis pas encore à 3 ans pour relever la tête et faire les comptes. J'ai eu l'aide de Pôle emploi aussi pendant un certain temps, mais à partir de septembre de l'année passée, ça s'est arrêté. Et là, c'est vrai que je me suis dit, il faut quand même que l'entreprise soit autonome à ce moment-là. Mais elle l'était pas. Mais là, vraiment, ça m'a forcé à me dire que tout ce que j'allais entreprendre, c'est avec le minimum de moyens. Et on avait cette référence dans le fil conducteur dans l'entreprise où j'étais avant, à savoir, même si on a de l'argent, il faut faire comme si on avait un budget égal à 0. Donc, 0 dépenses, 0 gaspillage. Et là, j'ai pu, je m'en rends compte, développer du conseil, me faire connaître, etc. Mais vraiment, là, en dépensant rien du tout. C'est-à-dire que soit c'est des amis soit c'est des gens que je rencontre, donc il y a un peu un échange aussi d'idées, soit je vais sur les réseaux. Mais là, vraiment, je me suis forcée à dépenser le minimum. Il faut qu'il y ait le minimum de charges en dehors de la boutique, finalement.
D'accord. Et tu as été soutenue par, alors je sais pas, ton mari, bien sûr, était là, tes amis, ton réseau. Est-ce que tu t'es sentie soutenue, encouragée dans ce nouveau projet? Oui, je me suis vraiment, ils ont été hyper bienveillants. Bon, déjà, ils ont bien aimé la sélection, mais c'est vrai qu'ils ont été bienveillants et aussi objectifs. C'est-à-dire que quand il y avait des choses à redire, ils s'en sont pas privés, que ce soit mon mari, mon frère essentiellement. Mes parents, ils peuvent pas être autant avoir ce rôle de conseiller, mais mon père, par exemple, avait l'image de son oncle qui avait créé une entreprise justement à la cinquantaine, qui avait bien marché d'ailleurs. Et lui, il a travaillé à des postes dans l'aéronautique importants, mais pour lui, c'était courageux de vraiment vouloir voler de ses propres ailes. Donc, il a regardé ça. Oui, c'est vrai que ça, c'était important qu'il soit en soutien. Oui, puis tu avais aussi, c'est probablement, ça a besoin aussi de l'approbation de ta famille pour te sentir un peu portée dans tes prises de risque, dans toute cette entreprise. Ouais, c'est sûr que je dirais en premier lieu l'entourage très très proche, mais c'est fondamental. Ça aurait été compliqué pour moi de partir dans une direction sans avoir de revenus en plus au départ, sans que mon entourage aime et soit un minima enthousiaste, ça c'est certain. Les amis, ça compte aussi beaucoup parce que par exemple, au mois de novembre-décembre, quand c'était un peu plus morose à Paris avec les manifestations, j'ai une amie par exemple qui m'a proposé de faire une vente chez elle. Parce qu'elle voyait que j'étais à ce moment-là, que je me posais des questions, que c'est les mois où normalement les gens font pas mal de cadeaux et tout ça. Et là, les amis, c'est là où on voit d'ailleurs les vrais amis, mais vraiment et d'une générosité incroyable parce que c'est vrai que j'ai fait ça en plus un dimanche chez elle, mais c'était vraiment sympa et c'est pour ça qu'il faut pas du tout se fermer de porte en termes de conseils. Comme par exemple mon référencement, il était pas mal mon référencement naturel par rapport à mon site web. Tout est perfectible. Là, j'en discute pas mal avec les gens, mais ils vous donnent pas forcément les ficelles. Là, j'ai un ami qui fait ça plus précisément et donc j'ai pu lui demander du conseil. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait 2-3 manipulations, etc. Mon référencement était encore meilleur. Donc il faut vraiment pas se priver des visites que j'ai à la boutique. Je demande aux gens ce qu'ils font, dans quel domaine ils travaillent, bien souvent. Et parfois, on finit par rencontrer des gens comme ça. Et en fait, on a parfois peur de demander, mais les gens, 95% des gens, de toute façon, ils sont contents de vous donner un conseil. Et ils vous le donnent vraiment de manière bienveillante. Ouais, donc il faut vraiment pas hésiter à échanger, aller à la rencontre des gens, discuter. Et demander, parce que au début, je pouvais décrocher des entretiens, mais pas forcément formuler ma demande. Et du coup, sortir de l'entretien en disant mince, là finalement, j'aurais pas la réponse forcément à ma question. Là maintenant, je suis plus structurée par rapport à ça et je demande. En fait, il faut oser. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il faut oser. Nous, les femmes, je pense que c'est un peu éducationnel aussi, hein, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, souvent on nous dit, dans notre éducation, on nous dit, voilà, faut savoir se débrouiller seule. En plus, on est une femme. Alors moi, j'osais pas forcément demander. Mais dès que j'ai commencé à demander, les gens ne sont pas obligés bien sûr, de me suivre, mais généralement, ils répondent. Donc, il faut oser. Hein. Ça coûte rien et puis au mieux, tu arrives à avoir une réponse à ta demande, quoi, positive. Exactement. Ou un contact. On demande un contact et après, comme ça, on crée un peu son écosystème. Au départ, son écosystème, c'est essentiellement constitué des gens qu'on connaît, soit les anciens professionnels qu'on a connus, les amis. Et après, il faut avoir le courage de dépasser ça parce que une fois que cette première sphère a été explorée, au contraire, il faut aller voir les décideurs, mettre des petites croix vers des décideurs dans son domaine, bien sûr. Et à chaque fois qu'on en rencontre, on demande un contact ou deux, et puis ainsi de suite. Et puis après, je sens aujourd'hui que l'écosystème là se développe bien et que j'aurai probablement des retombées plus ciblées dans mon domaine. Parce qu'au départ, je pense que l'erreur que j'ai faite aussi, c'est j'écoute beaucoup. Parfois, je pense que certaines rencontres n'étaient pas du tout dans ma cible. C'était très intéressant. J'avais besoin de ça pour aussi faire mon chemin. Mais aujourd'hui, je suis capable de mieux comprendre, mieux visualiser les gens qui vont sans doute être plus sur mon chemin. Et ça me permet de trier un petit peu plus ces informations-là parce qu'il faut, le temps passe tellement vite, il faut quand même que ce temps soit efficient. Hein, et oui, donc il faut davantage cibler tes échanges aussi, quoi. Et alors, au quotidien, qu'est-ce qui te motive à rester curieuse, enthousiaste, dynamique pour ton projet? Qu'est-ce qui fait vibrer la petite flamme en toi?
Alors, quand je pense à l'Afrique du Sud et à ce que je fais, c'est donner du travail aux artisans par de la création, effectivement. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Ensuite, d'être son propre manager, hein, d'être son propre challenger. J'aime beaucoup et j'aime de plus en plus mon organisation, d'avoir ma propre organisation, pouvoir décider de choses par moi-même. Je trouve que même si on travaille tout le temps, c'est-à-dire que c'est pas forcément une sorte d'imperméabilité, hein, mais un travail créatif, c'est vous travaillez dans votre tête même quand vous ne travaillez pas, mais d'un autre côté, c'est un projet vraiment qui vous plaît. Donc la création, être son propre manager, rencontrer de nouvelles personnes de tous horizons, c'est-à-dire que ce soit à la boutique, en Afrique du Sud, l'entrepreneuriat, et l'idée du prochain voyage en Afrique du Sud, évidemment, me donne du baume au cœur, me rend enthousiaste tous les jours, ça c'est évident. Mm-hmm. Et puis les personnes effectivement qui s'enthousiasment, qui disent bah oui, bah finalement tu tu m'as fait rêver, qui viennent à la boutique, disent ah oui non ça c'est vrai que c'est beau, et là on se dit effectivement on est peut-être sur le bon chemin parce que ça plaît aux gens, ils vous le disent, ça les fait rêver, ça les fait voyager un peu, et c'était le but. Tu as créé ta marque en 2016, tu commences à avoir du recul. Est-ce que aujourd'hui tu dirais est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Pas tellement, en fait. Je pense que j'avais pas mal jalonné. Après, comme je disais précédemment, tu sais, sur les rencontres, je pense qu'il faut avoir un projet très précis. Plus il est précis, plus on est efficace. Et moi, c'était assez large quand même. Hein. C'est des cosmétiques, le design. C'est un pays, mais c'est un pays qui est vaste. Et les choses se sont affinées derrière. Donc, je dirais, c'est avoir un projet bien précis au départ. C'est pour ça que quand j'ai demandé de l'aide au début ou quand j'ai demandé des conseils, c'était peut-être un peu trop large. Plus le projet est précis et plus les demandes sont efficaces. Et il y a des retours par rapport à ça. Mm-hmm. Après, vraiment bien gérer son budget. C'est-à-dire que j'avais un budget, mais on sait qu'il faut investir un minimum. Avec le recul, peut-être que j'aurais investi dans moins de stocks, par exemple, parce que l'avenir est fait d'imprévus. Et bon, c'est des erreurs assez classiques. Hein, quand je discute avec d'autres personnes, c'est pas exactement des erreurs, mais on se dit bah tiens, faut pas non plus avoir trop peu de stocks. En plus, l'Afrique du Sud c'est loin, etc. Mais malgré tout, il faut du temps pour se faire connaître. Donc peut-être j'aurais été un petit peu plus prudente sur le niveau de stock et marquer davantage son plan B. C'est-à-dire si ça marche pas, alors peut-être avoir plus travaillé en amont la diversification et son plan B pour intégrer des imprévus. Mais ça prend tellement de temps déjà de développer un projet comme ça que vous pouvez pas penser à tout. C'est ça, c'est que souvent on fait les choses un peu au fil de l'eau et on prend pas toujours ce temps de se poser pour mettre en place une vraie stratégie, des objectifs, des actions à mener, et on est un peu pris dans le flux des choses, quoi. C'est exactement ça, c'est exaltant, effectivement, mais on peut pas être partout à la fois, surtout quand on est tout seul et qu'on fait aussi un peu de création. On n'est pas que à penser à la stratégie de son entreprise, à se diversifier. Donc, et puis oser plus vite demander effectivement des liens, des aides pour se mettre en scène. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment le conseil que tu donnerais, oser demander, et pas avoir peur de formuler une vraie demande, quoi. Oui, même si on se plante, même si on est à côté du sujet, même si les gens estiment que voilà c'est peut-être trop tôt. Franchement, ça ouvre des portes. Et puis je pense que quand on est entrepreneur, on peut pas rester dans son coin. On est obligé de se remettre en question tout le temps, et ça c'est super important. Et alors pour finir, est-ce que toi tu as des sources d'inspiration qui t'aident au quotidien à trouver des nouvelles idées, à avancer, des lectures, des podcasts, des films ou autre chose? Je m'inspire beaucoup de la botanique d'Afrique du Sud, notamment les belles protéas. Ça c'est vraiment une source d'inspiration, hein, couleurs, formes, voilà. Protéa, c'est une fleur? Oui, une protéa, c'est une fleur, c'est on va dire la rose d'Afrique du Sud. Oui, c'est une espèce de fleur, mais qui il y a plein d'espèces à l'intérieur des protéacées, à l'intérieur de la famille, et elle se décline dans tellement de variétés que c'est une source d'inspiration infinie déjà pour moi. D'accord. C'est-à-dire la couleur des coussins, le nom que je vais donner à une manchette, les broderies que je vais chercher, etc. seront ou des protéas ou proches des protéas. Donc ça, c'est assez central
dans mon inspiration. Évidemment, des expos. Il y en a eu pas mal liés à l'Afrique du Sud, à Paris. L'Afrique du Sud a été mis à l'honneur à la Fondation Louis Vuitton. Là, actuellement, il y a un photographe que je vais aller voir à Beaubourg. Il y a eu cette exposition incroyable sur David Goldblatt, qui est décédé depuis, qui fait plutôt des photographies en noir et blanc sur la vie en Afrique du Sud, également dans les townships, etc. Donc ça m'inspire énormément. C'est-à-dire, à chaque fois que je regarde une photo, je me projette, je vais comme un peu dans le décor, et à ce moment-là, je ressens la vibration que j'avais en allant en Afrique du Sud, et ça m'inspire, effectivement. Et puis après, il y a des grands noms là-bas. Évidemment, il y a Nelson Mandela. Il y a des biographies, effectivement. Donc, j'ai quand même une inspiration qui est largement liée à tout ce que je vois en Afrique du Sud, et après qui ont des prolongements aussi à Paris ou à l'international. Donc voilà, ça m'inspire. D'accord. Et alors, ton prochain voyage en Afrique du Sud, c'est pour quand ? Alors, mon prochain voyage, c'est en février, où effectivement, je vais chercher de nouveaux créateurs. En fait, ça correspond à la fin de l'été, là-bas. Ce qui est chouette avec l'Afrique du Sud, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire, mais il y a une inversion des saisons. Donc, c'est une bonne période pour eux parce qu'ils ont eu la détente estivale. En fait, le mois de décembre, pour eux, c'est l'été. Et ils sont assez disponibles pour parler et voilà, faire participer et partager leurs projets et leurs créations. Donc, je vais y retourner en février, quand c'est un petit peu plus creux, parce que septembre, c'est vrai que c'est la rentrée pour nous. Décembre, c'est le gros rush, évidemment, de fin d'année. Donc, février, c'est une bonne période pour aller là-bas. Mi-janvier à mi-février. Et en général, j'y vais 3 semaines à mois quand même. Ah oui, d'accord. Donc, l'année prochaine, 2020, tu pars pendant 1 mois, quoi. Exactement. Bon, super. Écoute, merci beaucoup Anne-Sophie de nous avoir présenté ton parcours, ta marque, et bonne chance pour la suite. Merci, c'était vraiment un plaisir de partager ces idées. À bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère que le témoignage d'Anne-Sophie vous aura inspiré. Retenez qu'il faut oser demander et ne pas rester seul lors de la création de son projet. Merci de liker, partager, commenter ce podcast pour faire vivre ces témoignages de femmes qui ont osé braver leurs peurs pour gagner en liberté.